Normalement, tu me vois maintenant? Ah, c'est bon. Nickel. C'est bon. Tu vas bien? Bon, tu vas bien? Ça va, Ouais, ça va très bien, ça va très bien. C'est assez particulier de se parler comme ça en face à face parce que ça fait pas mal de temps que je te suis. Ouais. Et du coup, ouais, ça fait déjà, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc, Ok. donc c'est toujours assez particulier de discuter avec quelqu'un que toi tu suis et que tu as l'impression de connaître, mais au final, la personne en face, tu vois, te Non, connaît mais pas. je comprends. Je Tu vois vois, c'est parfaitement ce que tu veux dire. c'est assez particulier, mais en tout cas, c'est une chouette dynamique, c'est une chouette Ouais. opportunité que tu donnes aux gens qui te suivent de les interviewer, en tout cas. Je sais pas d'où l'idée t'est venue et quelle est l'idée derrière de donner cette opportunité, justement. Je sais pas. Ouais, je sais pas, je me suis dit, l'avantage c'est que je continue à faire de la vidéo, tu vois, j'ai pas envie d'arrêter complètement. Ouais. Et c'est pas moi qui fais le boulot, tu vois. Ok, ouais, c'est J'ai vrai. pas à faire le plan de la vidéo, j'ai pas à faire le montage, j'ai pas à faire la mise en ligne, donc c'est tout bénéf. Ouais, Tu vois, c'est vrai que c'est pas mal. ça te Et simplifie puis je le rencontre boulot, des gens quoi. intéressants. Hier, j'ai eu deux interviews comme ça. Ok. Alors moi, je préfère toujours quand on peut se voir face à face, je trouve ça plus sympa. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi en Ouais, Skype. mais Mais c'est vrai que c'est cool parce que tu rencontres des gens qui te suivent, parfois qui connaissent un peu, qui ont un projet intéressant. On peut échanger, voir des trucs. Donc Ouais, clairement. ouais, c'est bien. Ouais, si j'avais été sur Paris, ouais, j'aurais clairement proposé un endroit, mais je suis pas Ouais. sur Paris. T'es où là? Moi, je suis à Louvain-la-Neuve, donc je suis à 20 minutes de Bruxelles, Ok. en Belgique. Ouais, j'aurais pu faire le déplacement, mais j'ai quand même une grosse journée, donc c'était compliqué. Non, mais t'inquiète, voilà, y a pas de souci. nickel. Y a pas de souci. Tu fais quoi du coup? Attends, j'ai vu que t'étais un peu dans le monde des startups et tout. Ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à trouver ta chaîne YouTube, je sais pas comment elle s'appelle. C'est mon nom, c'est mon nom propre. Ok. Après, moi, je fais ça, donc pour me présenter un petit peu, donc je suis étudiant, donc je suis en master 1 Ouais. à la Neuve. J'étudie la communication et je fais partie d'un programme. Enfin, c'est une option entrepreneuriale. Donc, une c'est ça. partie de notre master est consacrée à la création d'une boîte. Et donc, au lieu de devoir faire un mémoire tout seul un peu chiant, on le fait en équipe et ça porte sur la création d'une entreprise, justement. Donc ça, c'est pour mes études. Maintenant, je fais un podcast depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je l'ai commencé en juillet 2017. Et donc, ouais, j'interviewe des entrepreneurs, j'interviewe des start-upers, mais je le fais pas du tout dans une dynamique où je veux le monétiser ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une façon pour moi de rencontrer de nouvelles personnes, moi-même apprendre, créer du contenu parce que j'aime bien ça aussi. Mais je me mets pas cette pression de créer une énorme audience, tu vois. Évidemment, au plus de gens écoutent, au mieux c'est. Mais je vais pas me mettre, je commence pas à me fouetter parce que les stats sont pas vraiment là ou quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Et du coup, je me suis dit que c'est tout à fait cohérent de prendre rendez-vous pour faire un épisode ensemble. Ouais, ok, ouais. Donc voilà, on peut peut-être commencer. Je vais demander la même question que je demande à chaque fois. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? J'imagine que on te la demande à chaque fois, mais on l'a expliqué un petit peu ton activité. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans et j'envoie un email par jour pour aider les gens à apprendre à vendre et à vivre de leur contenu, de leur passion, de leurs idées, de ce qui les fait envie. Et je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un et qu'on peut le faire, que ce soit via YouTube, via un podcast, via un blog, via des mails. On peut vivre de ça. Et moi, le business model que je prône et celui que j'utilise et celui qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la vente de formation. Okay. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va apprendre d'individu en individu. On n'a plus forcément besoin des institutions. Et si on apprend le marketing et la vente, on peut gagner sa vie avec ça en vendant des formations. Ok. Donc, en fait, tu apprends des skills aux gens, mais est-ce que tu te concentres sur un type de compétence particulier, j'imagine, d'office? Moi, c'est vraiment la vente. Okay. Pour moi, je pense que, moi, je m'intéresse. Moi, si tu veux, ma vraie thématique, si tu creuses, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui rentrent pas vraiment dans les cases du système qu'on leur propose. Ouais. C'est pour les gens qui n'ont pas envie d'être salariés. C'est pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un patron. C'est pour les gens qui ont peut-être envie d'avoir une vie un petit peu différente, de voyager, de vivre dans un autre pays, d'avoir cette liberté-là, d'organiser leur journée comme ils veulent. Et le meilleur outil pour moi, si tu veux être libre et si tu veux être autonome, c'est la vente, parce que la vente, ça peut te permettre, tu peux le faire en plus aujourd'hui avec Internet, tu peux vendre à peu près n'importe quoi, n'importe où, et finalement, ce qu'on fait tous en fait dans nos activités, c'est qu'on vend. Simplement, on fait partie d'un grand maillon. Mais si tu apprends directement à vendre, t'as plus besoin de ce grand maillon. Tu peux
t'en affranchir et trouver directement tes clients et avoir un business finalement qui est beaucoup plus simple que la plupart de tes business parce que tu crées des produits que tu vends directement à tes clients. Ouais, c'est ça, tu es directement en lien avec ta clientèle en fait, tu as beaucoup moins d'intermédiaires. Exactement. C'est comme le producteur qui vendrait directement à son consommateur en fait. C'est le modèle que tu as adopté. Maintenant, je trouve que la dynamique que tu as adoptée est vachement différente. En fait, j'ai l'impression que dans le web marketing, maintenant, il y a un petit peu deux écoles. Il y a ceux qui sont comme toi, qui sont moins nombreux, qui sont plus dans l'artisanat, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, au plus les années passent, et je le remarque, au plus on est dans le spectaculaire, on fait du sponsorisé, on fait des vidéos. Il y en a certains qui vont s'expatrier en Estonie. Donc il y a vraiment deux écoles. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur le fait que tu as vraiment deux dynamiques différentes en fait. Alors oui, l'objectif à la fin est le même, c'est de vendre un produit, etc., vendre des formations. Alors moi déjà, je respecte tous les autres, hein. Chacun fait son truc, chacun fait son business, son activité. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y a plusieurs styles différents, comme ça laisse le choix aux gens. Il y a les gens qui aiment bien l'école dans laquelle je suis, d'autres qui aiment bien d'autres écoles, et chacun peut y trouver son compte. Maintenant, moi j'aime bien la création de contenu. J'ai toujours créé du contenu. Quand j'avais 8 ans, je sortais mes petits journaux papier pour la famille, tu vois. Enfin, j'ai toujours vraiment fait ça. Et donc pour moi, il n'est pas question de faire autre chose que créer du contenu dans ma vie, parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime faire, j'aime transmettre, j'aime écrire, j'aime partager. Et donc pour moi, en effet, tu as prononcé le mot artisanal, et c'est vraiment ce mot-là qui est important pour moi. Pour moi, la principale valeur que j'ai apportée dans ma boîte, c'est pas une valeur de manager, c'est pas une valeur d'entrepreneur, c'est pas une valeur de de businessman. La principale valeur que j'ai apportée dans ma boîte, c'est le contenu. C'est ce que je crée et ce que j'offre à mes clients. Et c'est via ce contenu que je fais tout, c'est via ce contenu que je vends, c'est via ce contenu que je crée mes produits, c'est via ce contenu que je crée une relation avec mes clients. Donc tout part du contenu en fait. Sors de ce truc-là, il n'y a plus rien en fait. Je pourrais pas vendre ma boîte parce que ma boîte c'est beaucoup de créateurs. C'est eux avant. Et maintenant, t'as d'autres, c'est vrai que t'as d'autres gens qui se focusent vraiment sur le système, qui sont plus, je dirais, des... je te vois plus, je sais pas si tu m'entends toujours bien. Juste, problème de connexion. Des gens qui se focalisent plus sur le système, qui se focalisent plus sur... tu vois, les tunnels de vente, les séquences email, sur la stratégie, sur le managing, des gens même qui vont embaucher des salariés. Moi, c'est pas du tout ma façon de travailler parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille, je suis pas un bon manager, j'ai envie de travailler seul. Donc c'est deux styles vraiment différents. Il y en a aussi qui ont envie de monter un gros truc ou de monter une start-up ou de monter un gros business. Tout dépend des raisons aussi pour lesquelles tu vas faire ça. Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux monter quelque chose de très gros avec plein de salariés? Est-ce que tu veux être libre simplement et faire ton truc pépère? Moi, c'est plus cette troisième catégorie de gens qui vont dessus. Et ça t'empêche pas, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça t'empêche pas d'être un peu ambitieux sur les revenus, de te donner des objectifs, d'être un peu ambitieux parce que tu peux, et c'est ça qui est top avec Internet, c'est que tu peux scaler en restant seul. C'est-à-dire que tu peux être tout seul derrière ton écran et toucher 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes et faire pareil en termes de chiffres. En fait, ton modèle est vachement plus agile vu que tu es seul. Du coup, tu peux bouger beaucoup plus facilement. Je sais pas si t'as entendu ma question. Ouais, il y a ça aussi. C'est que, moi je me suis, c'est agile. L'agilité, ça fait partie aussi des avantages de ce truc-là. Et je pense qu'il faut rester agile. Et moi, je me suis amusé, si tu veux, à sauter un peu de format en format. Par exemple, j'ai commencé par un blog. Pendant 3 ans, j'ai blogué. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait de la vidéo. Ensuite, j'ai fait du podcast audio pendant 1 an. Aujourd'hui, je fais des mails. Et bizarrement, on aurait pu penser qu'à chaque fois que je changeais de thématique, je devais tout recommencer de zéro. Et c'est pas le cas du tout. Parce que, l'audience qui me suit, finalement, on a une relation qui est au-delà du format, qui est vraiment une relation de personne à personne qui est liée au message, tu vois. Et donc, tant que le message reste, tu peux vraiment t'amuser, faire plein de trucs différents, changer ton système complètement du jour au lendemain. C'est sûr que si tu as 15 salariés et un tunnel de vente en 14 étapes, c'est plus difficile de faire ça. Et ce que j'en remarque aussi, c'est que ton processus s'est vachement simplifié, puisque tu es passé du blog à la vidéo, puis par le podcast, puis le mail. Tu as de moins en moins de post-prod en fait, à chaque fois. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Moi, vraiment, ce que j'aime, c'est la création de contenu, la communication directe. Il y a toujours des barrières qui sont pas des barrières qu'on a envie d'avoir quand on est créateur de contenu. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, j'aime pas ça, qui sont la technique, le montage vidéo, par exemple, la mise en ligne, tous ces trucs-là.
Moi, c'est pas mon boulot, j'ai horreur de ça. Moi, mon boulot, enfin, à une époque, j'aimais bien le montage parce que je m'amusais avec, tu vois, à une époque, je faisais des vlogs, je faisais des vidéos de voyage, donc tu peux t'amuser en faisant du montage. Mais quand c'est juste du montage pour couper les blancs, couper les E et faire une vidéo un peu plus courte, c'est pas vraiment épanouissant. Donc c'est vrai que moi, je suis obsédé par la simplicité et je veux que le plus gros de mes journées soit consacré aux idées. Plutôt que à la transmission de ces idées, plutôt que à la technique. Et justement, ces idées, moi je pense qu'une personne est comme une éponge et au plus elle va consommer de choses, au plus elle va processer et puis elle va ressortir quelque chose. C'est comme ça que tu procèdes. Tu t'inspires de plein de trucs et tu trouves des idées de contenu. C'est comme ça que tu fais. Ouais, moi je pense que quand on est créateur de contenu, la base et ce qui va t'aider énormément, c'est d'abord de consulter énormément de contenu. De la même manière que je sais pas qu'un psy doit toujours avoir un psy référent. Tu vois, tu peux pas faire analyser les gens si toi-même tu te fais pas analyser. Je pense que c'est exactement pareil avec le contenu. Tu peux pas créer du contenu si toi-même tu consultes pas de contenu. Donc après, on peut lire des bouquins, on peut regarder des conférences. Moi, j'ai quelques mentors, j'ai quelques gens que j'aime bien. Il y a aussi je lis des bouquins aussi régulièrement. Et c'est vrai que plus je suis dans des périodes où je me forme, où j'apprends des trucs, plus derrière, moi, je vais être productif et efficace dans ma création de contenu. Mais d'un autre côté, c'est hyper important aussi de consommer plein de contenus différents. Parce que oui, tu es dans le domaine de la vente, mais tu vas pas t'avaler que des bouquins de marketing et de vente, j'imagine. Ah non, c'est sûr. T'as plein de liens en plus à faire entre les thématiques, et plus tu avances dans ce boulot-là, plus tu creuses en fait, plus tu commences à faire des liens entre des choses où tu avais l'impression que ça avait rien à voir, et plus ça devient intéressant. Et d'ailleurs, tu as déjà abordé pas mal de thématiques différentes au travers de tes formations et tes podcasts. Quand une entreprise va viser une certaine clientèle, elle va toujours essayer de produire le même type de produit parce que c'est à ça que la clientèle s'attend. Mais toi, par exemple, tu as parlé de création de contenu, tu as parlé de voyage, tu as parlé du jeûne, tu as parlé de Thierry Casanovas, de Régénère, etc. Ton audience accepte que ce soit très différent? Bonne question. Moi, je pense que je me suis pas tant éloigné. En fait, si tu veux, mon sujet de base, et ça a toujours été ça, c'est la liberté individuelle. Et en fait, tout le voyage, l'efficacité, le minimalisme, la santé, toutes ces choses-là sont liées de près ou de loin à la liberté individuelle, parce que le jour où tu as envie de t'affranchir un petit peu de tous ces trucs-là, de monter ton truc à toi, et de tracer ta route, tu vas être confronté à plein de problèmes. Tu vas être confronté à la difficulté de garder l'attention sur quelque chose, à la difficulté de travailler seul, à la difficulté de te motiver à travailler quand t'as pas de patron qui est toujours sur toi, la difficulté d'être efficace. Tu vas aussi devoir prendre soin de ta santé, toutes ces choses-là, et c'est lié en fait, tout ça c'est lié. Et puis le voyage aussi, c'est faire ça te permet de voyager, ça permet de voyager autant que tu veux, quand tu veux, et c'est sûr que du coup ça intéresse les gens. Et c'est intéressant parce que tu essayes de faire des parallèles entre les deux. Moi, j'ai des périodes où je m'intéressais plus à un truc, plus à un autre, et parfois je tente d'en parler aux gens. Et c'est vrai que souvent il y a une réponse positive. Les gens sont intéressés aussi par des trucs. Donc il y a aussi une question de caractère. Je pense que les gens qui me suivent ont un peu le même caractère que moi, globalement. Et bizarrement, quand tu t'intéresses à la vente, tu peux aussi t'intéresser au voyage, tu peux aussi t'intéresser à la nutrition. C'est des choses qui sont assez liées. Souvent, c'est des gens, moi je sais dans mon audience, c'est des gens qui s'intéressent à plein de trucs, qui sont assez polyvalents, qui sont passionnés par plein de choses. Et donc, on peut se permettre de discuter en fait. Et c'est ça, c'est de la discussion, comme on le fait là en ce moment. Ouais, et c'est ce que tu prônes d'ailleurs, c'est avoir une petite audience qualifiée, ça vaut toujours mieux que d'avoir une énorme audience qui au final qui accroche peut-être pas forcément. C'est le fait d'avoir une véritable tribu qui a peut-être les mêmes valeurs et la même notion et qui s'attache aux mêmes choses que toi, quoi. Et d'ailleurs, je le vois. Je pense que c'est un des grands secrets. Ouais, je t'écoute. Pardon, je pense que c'est un des grands secrets en fait dans ce monde-là, c'est que les gens, et notamment à cause de YouTube et à cause des réseaux sociaux, sont persuadés, mais vraiment persuadés, que le seul moyen de vivre de ton activité en ligne, en tout cas en ayant une audience, c'est d'avoir une énorme audience, c'est d'avoir des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, et de trouver des sponsors, etc., etc. Et en fait, les gens pensent qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Et moi, ce que j'essaie de prouver aussi via mes contenus, et ce que j'ai pu prouver par moi-même et par plein d'autres gens que j'ai accompagnés et qui l'ont fait aussi, c'est que tu peux gagner ta vie avec à peine 200 vues par vidéo. Tu peux commencer par gagner ta vie. Alors évidemment, il faut pas que ce soit n'importe quelle vue. Il faut que ce soit des gens qui soient qualifiés, des gens qui adhèrent à ce que tu dis, des gens qui soient dans ta cible, et que tu leur proposes derrière des produits qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Mais en fait, c'est complètement décorrélé. Ça veut dire que les revenus que tu vas gagner en tant que créateur de contenu sont, si tu suis en tout cas cette méthode-là, sont complètement
à 100% décorrélé de ton audience. Évidemment, il faut avoir un minimum d'audience, mais après tu peux avoir 100 vues par jour et 100 000 vues par jour, ça changera pas forcément grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est qui sont les gens qui te suivent et quel est le message que tu leur transmets. Et justement, comment tu les trouves, ces gens ? Tu vois, on va passer tous les étapes de comment je trouve une idée, comment je trouve la thématique à laquelle je me... Ouais. Parce que voilà, quelqu'un qui a sa thématique, comment il fait pour trouver son audience qualifiée, justement ? Alors, il y a plein de stratégies différentes. Ouais. Moi, la première stratégie que je prône, c'est le contenu quotidien. Que tu sois sur YouTube, que tu sois sur un blog, créer du contenu tous les jours. D'abord parce que c'est la meilleure manière d'apprendre à créer du bon contenu. Ensuite parce que tu vas pouvoir tester beaucoup d'offres, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses différentes et donc vendre plus. Et surtout parce que ces contenus-là, ils vont se référencer avec le temps. Par exemple, si tu fais des vidéos YouTube, si tu en fais tous les jours, au bout d'un an, tu as quand même 365 vidéos qui sont publiées sur la plateforme. Tu peux être quasiment sûr d'en avoir 3 ou 4 au moins qui vont être bien référencés et qui vont t'apporter le plus gros de tes abonnés. Donc moi, c'est comme ça que j'ai acquis le plus gros de mon audience. Après, il y a 1 million de stratégies. L'idée, c'est pas juste de chercher des abonnés pour des abonnés. L'idée, c'est d'aller chercher les bons. Tu peux faire comme moi, là, je fais aujourd'hui, en faisant, par exemple, des partenariats avec d'autres créateurs de contenu pour apparaître sur leur chaîne et inversement. Tu peux, tu peux suivre plein de gens dans ta thématique, par exemple, sur Instagram pour qu'ils te suivent en retour. Tu peux apporter beaucoup de valeur aux gens sur un groupe Facebook ou sur un forum où tu vas montrer ton expertise et ensuite certaines personnes vont te suivre en retour. L'essentiel, c'est d'aller chercher les bonnes personnes au bon endroit. Okay. Et je pense que la première chose à faire pour quelqu'un qui débute, c'est le contenu quotidien. C'est imbattable. Moi, je connais personne qui fait du contenu tous les jours, qui fait des formations, qui fait des produits, qui sort de nouveaux produits toutes les 2 semaines depuis plus de 3 mois et qui me dit pas de son activité. Je connais personne dans ce cas-là. Mais du coup, cette méthode-là va quand même te demander un certain engagement. Si ta situation est trop confortable, personnellement, je pense que c'est pas tenable. Si t'as un boulot, si t'as ton salaire qui rentre tous les mois, que tu te mets pas un petit peu en danger, que ta survie ne dépend pas de ta création de contenu, je doute que ce soit possible de juste se baser sur sa simple volonté, sur sa simple détermination. Si t'as pas une conséquence grave qui se produit, si jamais tu t'y tiens pas, en fait. Je pense que c'est plus le temps avance et plus je pense que tu as raison, plus je pense que c'est important de pas avoir le choix. Alors je dis pas aux gens, j'ai pas envie de dire aux gens de lâcher leur job et de se lancer à corps perdu dans un truc qu'ils n'ont pas encore testé. Moi je pense qu'il faut le tester avant. C'est-à-dire qu'on te demande pas de gagner ta vie avec et de faire 100 000 vidéos, on te demande juste de tester le truc, de sortir 2 ou 3 produits, 1 ou 2 peut-être, de voir si tu fais des ventes, de voir si les gens adhèrent, de voir si c'est possible. Et une fois que tu dis ok c'est possible pour moi, une fois que tu y crois, moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'étais étudiant à ce moment-là dans une école de commerce, j'ai fait une année de césure, j'ai pris une année de pause, j'ai arrêté mes études, j'avais mis un peu d'argent de côté parce que j'avais travaillé en tant que salarié en alternance pendant 1 an. Et pendant cette année-là, je suis parti à l'autre bout du monde, je me suis exclu complètement de mon environnement, ça joue aussi. Et j'avais pas le choix en fait, c'est-à-dire que j'avais peut-être de quoi vivre pendant 2 mois. Et si au bout de 2 mois, je commençais pas à gagner ma vie par moi-même, il fallait que je rentre au bercail, la queue entre les jambes et que je reprenne mes études. Et ça me faisait vraiment pas du tout envie. Alors encore une fois, c'était pas ma vie que je mettais en danger, c'est pas un gros risque que tu prends. Mais juste l'idée de te dire, si j'échoue, je vais devoir revenir en arrière et tout le monde va me juger et je pourrais plus jamais me lancer parce que j'y croirais plus, c'est quand même dur. Et donc là, je me suis vraiment lancé, là j'ai fait du contenu quotidien, c'est devenu ma priorité numéro 1. Mais je pense que pour réussir dans ce milieu-là, c'est pas que c'est spécialement difficile, c'est pas que ça prend spécialement de temps, c'est surtout que ça demande que ce soit ta priorité numéro 1, ça demande d'être focus dessus. Ça demande de s'investir et ça demande d'en avoir besoin. Moi, je connais plein de gens qui n'en ont pas assez besoin et qui sont là à se dire ouais, c'est sympa, ça pourrait être cool et qu'ils le font un petit peu puis qu'ils le font plus. Si t'en as vraiment besoin, je t'assure que tu vas le faire et que tu vas le faire bien. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, il y en a je suis par exemple aussi Gary Vaynerchuk qui prône le hustle, travail 20 heures sur 24. Ouais. C'est pas du tout le modèle que tu prônes, j'imagine. Toi, puisque au contraire. J'aime bien Gary Vaynerchuk. Oui, je l'aime bien aussi. En tant que créateur de contenu. Oui, c'est un génie. Je trouve qu'il est très très fort. Ouais, bien sûr. C'est un génie. Il est extrêmement fort en punchline. Ce mec a une capacité aussi à improviser. C'est-à-dire qu'on lui balance une question, il va te répondre une putain de punchline. Et c'est vrai, tu vas dire waouh, c'est génial. Ouais. Et donc t'as envie de le suivre, t'as envie de faire partie de son groupe, de son truc. Maintenant, sur la méthode. Moi j'ai été un petit peu dans cette mouvance-là à un moment et pour l'avoir vécu, il y a un moment où tu fais un micro burn-out quand tu fais ça. Il y a un moment où tu te fatigues. En fait, tu te fatigues très très vite quand tu es en mode hustle.
Je pense qu'on est fait en tant qu'être humain pour alterner en fait entre plusieurs modes, et notamment entre ce mode ouais je suis à fond dans mon truc, j'y vais à fond, et le mode allez je lève un peu le pied, je prends des vacances et je me détends. Et c'est difficile, il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais en tout cas je pense que pour la plupart des gens, et pour moi notamment, c'est difficile d'être à fond tout le temps. Donc c'est bien d'avoir un système qui ne repose pas là-dessus. Je dis pas qu'il faut jamais être en mode seul, qu'il faut jamais être hyper motivé, juste c'est bien d'avoir un système qui tourne quand même. Je sais que moi mon système, dans mon activité, il y a des moments, il y a des semaines où je suis à fond, et c'est souvent les semaines où je vais avoir atteint des sommets en termes de chiffre d'affaires, où je vais avoir des super résultats, et puis il y a des semaines, tu vois, là en ce moment je suis un peu dans ce coup-là où j'ai plein d'autres trucs, tu vois, il y a le permis, la voiture, les machins, et donc j'y pense moins si tu veux, mais c'est pas grave parce que mon chiffre d'affaires il redescend pas à zéro, parce que j'ai des systèmes, je sais que toutes les 2 semaines je sors un nouveau produit, je sais sur quels arguments sortir ce produit, je sais quels sont les produits qui vont marcher, j'ai mes plans de vente sous les yeux à recopier, donc je sais que même si c'est une semaine si tu veux, je vais pas être à fond, je vais quand même performer parce que j'ai des bons systèmes derrière. Donc je pense que le système est plus important que la motivation, parce que la motivation c'est un bon moteur pour démarrer, mais c'est juste la motivation, c'est la clé de contact, tu vois, mais ensuite il faut passer la première, la deuxième, la troisième, et ça la motivation elle tient plus quoi. Ouais, en fait c'est comme un bateau qui quitte un port, en fait au début tu dois y aller à fond, et puis une fois que tu es en mer, même si tu lâches un peu les gaz, le bateau continue d'avancer parce que tu as déjà construit t'as déjà construit une dynamique, t'as déjà mis en mouvement. On peut lancer, si tu veux, un petit concours de métaphores. Allez, moi j'adore les métaphores. Ouais, j'adore les métaphores. C'est tout le temps comme ça. Ouais, moi aussi, c'est le genre de truc, tu vois, où tu peux trouver 15 métaphores si tu passes un peu de temps dessus. Et on n'a pas donné les meilleures, mais je suis sûr qu'en vrai, il y en a une géniale qu'on n'a pas encore trouvée. Mais c'est une des meilleures façons de faire passer un message, hein, quand tu veux. Même dans la vente, quand tu fais une métaphore. Ah ouais, c'est très très puissant. Ouais. C'est surpuissant. Pour la pédagogie, c'est très bon la métaphore. Clairement. T'as parlé de t'avais d'autres choses qui te prenaient un peu du temps en ce moment. Est-ce que tu penses diversifier ton activité au-delà de la création de contenu? Par exemple, il y a d'autres web entrepreneurs qui vont dire voilà, fais de l'immobilier, fais de la bourse, tu vois, ils présentent plusieurs routes. Pas du tout. Toi, c'est uniquement création de contenu, c'est là-dessus que tu te focuses. Après, il y a ma vie perso, il y a mes hobbies, il y a certaines choses que j'ai envie de développer. Je vais pas non plus être un geek qui passe sa vie dans sa cave à faire du marketing, tu vois, ou à lire des bouquins, ça c'est sûr. Mais professionnellement, au niveau du business, d'expérience, je sais que moi j'ai besoin de me concentrer sur une seule chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont touche à tout et ça marche bien pour eux. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le sentiment que si tu mets toute ton énergie sur une seule chose, tu peux devenir excellent dedans. Alors que si tu t'éparpilles sur plein de trucs différents, tu peux être au mieux bon partout, mais c'est très difficile d'être excellent dans une chose. Et moi, mon objectif, ma passion, et ce que j'ai envie de faire, c'est d'être excellent dans mon domaine. C'est être un expert, quoi. C'est développer une expertise. Ouais. J'ai pas envie de jouer à je sais pas, tu vois, mon mathématique, c'est pas devenir le plus riche possible, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voler un marché, d'arriver dans un marché et de le conquérir, tu vois, c'est de la conquête, c'est ça le truc. Acheter un appart ou investir dans la bourse, c'est sympa, mais tu seras jamais, t'as peu de chances de devenir Warren Buffett, t'as peu de chances de gagner à ce jeu-là. Mais par contre, dans un petit domaine, dans une petite niche, dans ton boulot, tu peux conquérir, tu peux gagner, tu peux faire partie du top 5 des meilleurs, et ça, moi, ça me fait vraiment kiffer, c'est un truc, moi, qui me parle. Alors que, ouais, tu vois, être rentier, et vivre dans le 16e, dans ton bel appartement haussmannien, c'est sympa, mais t'es juste un mec parmi 50 000. Tu fais pas partie du top 5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire partie du top 5, même si c'est top 5 d'un truc qui intéresse personne. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment être dans une niche. Et t'as des objectifs, toi? Comment est-ce que tu fais pour te fixer? Parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as un système qui tourne. Tu sais, tu peux prévoir un petit peu quels produits vont fonctionner. Comment tu fais pour, justement, pas tomber dans une routine, en fait? Pour te fixer de nouveaux objectifs, voilà, j'ai atteint ce cap-là au niveau de la montagne, comment je fais pour grimper encore plus haut et aller plus loin, etc. J'ai pas vraiment de... Alors moi, j'aime bien la routine. Les routines, c'est ce qui permet de faire tourner le business, c'est ce qui permet de pas changer d'avis tout le temps non plus, de pas sans arrêt se dire ah bah non, en fait, j'arrête tout et je recommence un autre truc. Moi, je pense que c'est bien de se poser quand même un moment, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et les routines, c'est ce qui te permet aussi de systématiser quelque chose qui marche bien. Maintenant, j'ai pas vraiment d'objectif précis, j'ai des paliers, j'ai des exigences et mes exigences augmentent évidemment. Ça, je fais même pas exprès, mais c'est pareil avec tout le monde. Quand tu atteins un certain niveau de résultat ou de chiffre d'affaires, il y a forcément tes exigences augmentent en fait. Sans même que tu t'en rendes compte, tu te dis bon bah voilà, j'ai atteint, je sais pas, si tu débutes, j'ai atteint
5 000 euros de chiffre d'affaires, bon bah, en fait, tu peux être très content parce que c'est ce que tu rêves d'avoir depuis toujours, sauf que tu vas être content pendant 2 semaines et le mois suivant, si tu fais pas 5 000 euros, par contre là, tu vas être déçu, tu vois. Et c'est ce truc un peu, c'est un peu pervers, mais en même temps, c'est humain, c'est la motivation, c'est l'ambition, c'est positif. Moi, j'aime bien ça. C'est un jeu, en fait. Et le jeu, c'est toujours d'atteindre des paliers supérieurs. Après, c'est pas grave si tu restes stabilisé sur un palier pendant plusieurs mois, mais t'as pas envie de redescendre au palier d'en dessous, ça c'est sûr. Donc moi, je fonctionne plus par palier. Quand j'ai atteint un palier, je l'enregistre comme la norme dans ma tête. J'ai une nouvelle norme et je fais en sorte le mois suivant de pas passer en dessous de cette norme-là. Ok, je comprends bien. Ouais, c'est vraiment, c'est toujours faire mieux, mais surtout, oui, tes exigences augmentent en fait. Est-ce que tu te rends pas compte que oui, en fait, ton point de référence évolue à chaque fois. C'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais c'est juste que si tu n'en prends pas conscience, tu peux vite venir blesser ton ego ou venir te. Oui, c'est sûr. À cause de ça. Il y a beaucoup de psychologie en fait dans la création de contenu, je trouve. Et c'est, en tout cas, moi, je suis confronté à ce problème de parfois être un peu dans la comparaison. Justement parce que ce qui est mis en avant, c'est les millions de vues, c'est les centaines de milliers de likes, etc. T'as été confronté à cette problématique-là, toi, au début ? Ouais. La comparaison. Moi, mon premier objectif sur YouTube, c'est d'avoir 100 000 abonnés, tu vois. Donc, aujourd'hui, je les ai atteints. C'est ça qui est marrant, c'est que 3 ans plus tard, je les ai atteints et aujourd'hui, je m'en fous. Ça n'a absolument aucune valeur pour moi parce que j'ai bien compris que les abonnés sur YouTube, ça n'avait rien à voir avec les résultats qui comptaient pour moi. Et les résultats qui comptaient pour moi, c'est d'être libre, d'avoir une belle vie, de me sentir utile et d'atteindre mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Donc, rien à voir avec les 100 000 abonnés. Mais c'est sûr qu'il y a ce truc-là. C'est un peu une course, tu vois, on voit d'autres gens, on se compare, mais c'est humain, encore une fois, on peut pas. En fait, il y a 2 façons de voir les choses. Soit tu dis, ce truc-là va me tuer, il faut absolument que je devienne un moine bouddhiste et que je m'intéresse plus aux métriques et plus à rien. Soit tu dis, j'ai conscience de mes faiblesses, j'ai conscience de mes biais, mais je vais essayer de l'utiliser comme un outil. C'est-à-dire que, j'ai cet esprit de compétition. Au lieu d'essayer de me faire croire que je l'ai pas, ou alors d'essayer de me priver de ce truc-là, je vais l'utiliser je vais l'utiliser contre moi. C'est-à-dire que je vais essayer d'être en compétition avec moi-même, d'atteindre des objectifs suivants par rapport à ceux que j'ai eu avant, et puis prendre du plaisir sur la route. Mais essayer de voir le truc peut-être pas comme un ennemi, tu vois. J'essaye de pas voir mes propres faiblesses comme des ennemis. Tu vois, on a plein de faiblesses, on a plein de biais. Plus tu t'apprends la vente, plus tu te rends compte à quel point l'être humain on pense avoir du contrôle sur les choses. En fait, on n'a pas du contrôle sur grand chose. Et il y a 2 façons de le voir. Soit tu te détestes et tu te fouettes. Moi, je suis complètement contre l'autoflagellation. Moi, je m'aime bien. Je suis pas mon ennemi et j'ai envie d'être ami, d'être pote avec moi, d'être pote avec mes faiblesses et d'essayer d'en faire des forces. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu les switches, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Écoute, je sais pas. On a une petite demi-heure maintenant, donc. J'ai le temps. T'as le temps, ok. Parce qu'en général, je savais pas du tout combien de temps on pouvait donner à ça. Une autre question que j'avais envie d'aborder, c'était plus pour la création des entreprises, donc pas trop la création de contenu. Je sais pas si tu sais donner des conseils dans ce domaine-là pour des personnes qui elles sont peut-être pas forcément intéressées dans la création de contenu, mais plus dans le fait de créer une vraie boîte. Le fait de trouver son idée de boîte et le fait de la développer, parce que toi t'as une vraie structure d'office, t'as une vraie structure derrière, t'es pas juste, t'as dû poser des statuts, etc., j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu t'es entouré pour faire ça ? Est-ce que tu t'es renseigné seul ? Comment est-ce que t'as créé en fait ? Non, alors moi je suis passé par une société qui s'appelle Legal Start, qui est géniale parce qu'en fait c'est un site web, tu remplis un formulaire et il te sort tes statuts, il t'envoie tout ça, il te crée ta boîte, t'as rien à faire à part remplir un formulaire. C'est vraiment top. Ça coûte un peu d'argent, il te demande des frais forcément, mais quand t'as besoin de simplicité. En fait, moi le problème, si tu veux, c'est que j'étais auto-entrepreneur avant. Aujourd'hui, je crois qu'on dit micro-entrepreneur, c'est très bien. En plus, le plafond a été augmenté récemment, donc c'est top. Simplement, le problème, c'est que ça me faisait tellement peur de devoir passer par la galère administrative de créer ma boîte que pendant des mois et des mois, je me suis involontairement, sans m'en rendre compte, tu vois, inconsciemment, limité en termes de chiffre d'affaires parce que j'avais peur de dépasser le plafond et j'avais peur de devoir me coltiner les étapes. Et en fait, quand je me suis rendu compte avec Legal Start que ça pouvait être super simple de créer sa boîte, j'ai créé ma boîte et en un mois, j'ai doublé ou triplé mon chiffre d'affaires. Donc vraiment, c'était une barrière mentale. Donc faut faire attention à ce truc-là. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des galères administratives,
mais en même temps, ça te permet de doubler ou tripler ton chiffre d'affaires. Ces galères-là, tu vas te débrouiller, tu peux payer quelqu'un pour s'en occuper pour toi, tu vois. Donc il faut Legal Start, moi ça m'a bien aidé. Et voilà, après j'essaie de garder la structure la plus simple possible. Je déteste l'administratif, je déteste tous ces trucs-là. Mon boulot, c'est pas de remplir des papiers, de faire des formulaires et d'envoyer des mails. Enfin, si, c'est d'envoyer des mails, mais pas à mon comptable. Mon boulot, c'est d'envoyer des mails à mes abonnés. Ouais, donc tu délègues et donc tu dois trouver des personnes de confiance. Je sais que tu travailles avec Félix. Comment tu as fait pour le choisir et justement, qu'est-ce que lui a fait qui a fait en sorte que tu étais convaincu en fait, de bosser avec lui? Bonne question. Ça, c'est très important. C'est aussi un des trucs qui a changé mon quotidien, qui m'a apporté beaucoup, c'est d'avoir un assistant. Je veux pas avoir de salariés, je veux pas avoir trop de gens dans ma boîte parce qu'après ton boulot ça devient d'être un manager. Le but pour moi c'était de trouver un assistant qui pense comme moi, qui n'ait pas toujours besoin de venir me voir pour me demander quoi faire, qui soit autonome et qui soit bon dans là où je suis mauvais en fait, c'est-à-dire dans le support client, la communication, les relations avec le comptable, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, donc ça devait faire un peu plus d'un an, ce que j'avais fait, c'est que j'avais posté un message sur Facebook en disant voilà, je cherche un assistant. Donc j'avais posté une offre d'emploi, si tu veux. Bon, c'est pas vraiment en tant que salarié, mais c'était un prestataire pour seulement quelques heures par semaine. Et donc je proposais aux gens simplement de m'envoyer un mail et de me donner leur candidature. Et j'ai reçu plus de 100 mails, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur mail. Et il y en a un qui est vraiment sorti du lot par rapport à tous les autres, c'était le mail de Félix, parce que, et justement, c'est ça peut-être la clé, le secret, c'est que il a pas écrit le mail. Beaucoup de gens m'ont envoyé un mail en écrivant voilà ce que je suis capable de faire, moi, tu vois, en m'expliquant tout ce que eux étaient, en quoi eux étaient bons, tu vois, il y en a même qui m'ont mis des CV, etc. Alors que moi, j'avais vraiment pas besoin d'avoir un CV. Et Félix m'a envoyé un mail en me disant quelque chose comme écoute, je sais que ton boulot, je sais que tu as beaucoup de choses à faire dans ton boulot, je sais que ça te prend beaucoup de temps, et moi ma mission ça va être de te libérer un maximum de temps. Voilà ce que je peux faire pour toi, voilà quel autre truc que je peux faire pour toi, voilà quelle expérience j'ai là-dedans et qui va t'être utile. Donc l'objectif c'est tu m'embauches et moi je te libère de toutes ces tâches-là, t'as plus à t'en occuper et j'essaie d'être le plus efficace possible. Donc c'était exactement ce que j'avais besoin de recevoir en fait. Et je l'ai appelé au téléphone, il était très pro, il a su me séduire là-dessus et ensuite ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble et ça marche très bien. Donc ouais, ça c'est peut-être le meilleur conseil en fait, il est pour les gens qui veulent trouver un boulot, c'est de se focaliser sur l'employeur ou sur la personne que tu peux aider et pas sur toi-même, parce que tu peux avoir toutes les qualités du monde, si lui voit pas concrètement quel temps ça va lui faire économiser, comment ça peut faire gagner plus d'argent à sa boîte, il s'en fout que tu sois sympa et que tu sois poli, peu importe quoi. Quelle valeur tu peux apporter en fait. Et en fait c'est vachement important de faire preuve d'empathie et de pouvoir se mettre dans les godasses de l'autre et de savoir de quoi il a besoin. C'est de la vente, c'est rien d'autre que de la vente, tu vois. Le gars, il m'a vendu son truc. C'est un des meilleurs vendeurs. Il m'a vendu son projet. Il m'a vendu ses compétences. C'est rien d'autre. La vente, c'est quoi? C'est savoir de quoi ont besoin les mecs en face, savoir quelles sont leurs douleurs, leurs difficultés, leur parler de ça et leur proposer une solution à ça. Bah lui, il a instinctivement su que mes douleurs, ma difficulté, c'était que j'avais pas envie de passer des heures à faire des trucs que j'aime pas. Il m'a parlé de ça et il m'a montré directement comment il pouvait être la solution à ça. Il m'a fait une page de vente parfaite et c'est ça qui a marché. Donc c'est pareil, on revient toujours à la vente. Si tu veux avoir quelque chose de quelqu'un, il faut apprendre à vendre. Que tu veux y avoir un job, que tu veux y avoir un salaire, que tu veux vendre ton produit, que tu veux y trouver des clients, il faut savoir vendre. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as appris sur le tas, la vente. C'est au fur et à mesure de ton expérience et au fur et à mesure en faisant des tests, etc., que tu l'as apprise, ou est-ce que tu t'es formé, ou c'est un mélange de plusieurs choses? Je me suis formé. Tu t'es formé, ouais. Alors, j'ai quasiment rien appris sur la vente en école de commerce. J'ai eu un cours de vente. J'ai peut-être eu en tout une 20 heures, tu vois, 20 heures sur la vente, c'est quand même pas grand-chose. C'était intéressant, ceci dit, c'était de la vente en face à face, en direct. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait de la vente en face à face, en direct. Et ensuite, moi, je me suis davantage intéressé au copywriting, c'est-à-dire à l'art d'écrire pour vendre, donc plutôt vendre en indirect, donc vendre via un contenu, comment faire des pages de vente, comment construire des argumentaires de vente. Je me suis formé chez différents formateurs en ligne, dont j'ai acheté des formations. J'ai lu plusieurs bouquins sur ce sujet. Et surtout, j'ai énormément testé puisque j'ai fait plus de 1000 contenus, vidéos, audio, articles confondus.
Et dans ces 1000 contenus, il y en a bien la moitié qui devait avoir une offre ou un produit associé. Donc à chaque fois, c'est des contenus de vente. Et au bout d'un moment, tu atteins un palier où tu n'as plus besoin d'avoir ton plan de vente à côté, tu n'as plus besoin d'avoir tes arguments à côté. Ça vient instinctivement, tu arrives à parler pour vendre, tu arrives à écrire pour vendre de manière instinctive parce que tu l'as fait tellement de fois que ça devient une seconde nature. Et c'est ça en fait, quand tu arrives à atteindre ce niveau-là, mais il faut beaucoup travailler pour atteindre ce niveau-là, tout est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu as une sorte de courbe de difficulté dans ton activité où au début, tu as énormément d'efforts à fournir pour très peu de résultats. C'est pour ça que beaucoup de salariés ont du mal à devenir entrepreneurs parce que quand tu es salarié dès le premier mois, tu as ton salaire. Quand tu es entrepreneur, c'est pas le cas. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu as où les courbes s'inversent et où tu as de moins en moins d'efforts à fournir si tu fais bien les choses et que tu as un système simple et de plus en plus de résultats qui tombent. Et à un moment, ça devient tellement absurde que tu peux... tu peux taper un mail en 15 minutes, l'envoyer et faire 3 000 € de vente dans la journée, quoi. Ouais. C'est un truc qui peut paraître dingue quand tu débutes, mais c'est le genre de résultat que tu peux atteindre avec ces stratégies. Ouais, il y a certaines personnes qui peuvent même trouver ça indécent. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, chacun sait. Ouais, bien sûr. Tant pis pour elle. Ouais, c'est ça. Mais tu as parlé de justement. Oui, non, mais je comprends qu'on puisse. Enfin, ouais, ça. Disons que, ouais, il y a d'office des gens pour qui ça peut paraître fou que t'écris. En fait, non. Ils voient que t'écris un mail de 15 minutes, mais ils voient pas tout le travail que t'as fourni avant. C'est ça le truc, en fait. C'est un problème de perception, je pense. Mais même s'il n'y avait pas de travail, moi, j'ai pas une vision méritocratique du travail. Je pense que c'est une belle histoire qu'on se raconte, le fait que tout travail mérite salaire. Mais simplement, c'est une histoire qui n'est pas réaliste et qui correspond pas. Encore une fois, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas l'être humain? Si on n'aime pas la vente, c'est qu'on n'aime pas l'être humain parce que l'être humain fonctionne comme ça. On fonctionne dans une logique de marché, on va vers des partenaires qui ont quelque chose à nous apporter, que ce soit dans la vie, dans l'amour, ou que ce soit vers nos amis, ou que ce soit quand on achète un produit. C'est fondamentalement humain. Et si on considère que la manipulation, mais si on considère que l'influence, la persuasion, la vente, ces choses-là, c'est profondément négatif, c'est qu'on considère que l'être humain est profondément négatif parce qu'on obéit à des logiques de marché. Mais c'est que des logiques de marché. Si un mec trouve le moyen de créer un système qui lui rapporte plein d'argent en n'en foutant pas une, c'est pas, alors soit c'est une escroquerie et il trompe les gens et dans ce cas, ok, c'est pas bien, mais si c'est parfaitement légal et qu'il apporte de la valeur aux gens, la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il le mérite ou pas, c'est quel est son système et comment il a réussi à hacker le marché. Tu prends un footballeur par exemple, la question c'est pas de se poser est-ce qu'il mérite d'être payé 3 millions. La question à se poser c'est quelle est la valeur qu'il apporte à son club. Et si son club le paye 3 millions, c'est pas pour être sympa ou c'est pas parce qu'il considère à une seule seconde qu'il le mérite. Si son club lui paye 3 millions, c'est parce qu'il a la valeur qu'il apporte à son club est supérieure à 3 millions. Ça veut rien dire d'autre que ça. C'est comme une marchandise. C'est comme un kilo d'or. Tu vois, l'or ne mérite pas de valoir cher. L'or vaut cher parce qu'on l'utilise comme une monnaie d'échange, parce que c'est un outil, parce qu'il apporte de la valeur. Donc c'est pareil pour tout. Moi je pense que si on veut gagner de l'argent, il faut réussir à se déconnecter de cette mentalité-là qui est que l'argent vient du travail, parce que tu peux travailler comme un dingue et rien gagner. Il y a plein de gens qui travaillent beaucoup qui gagnent rien. Donc la question à se poser, c'est quelle est la logique de marché? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que moi je peux répondre à ce besoin-là? Est-ce que je peux apporter de la valeur aux gens qui ont ce truc-là? Et si tu raisonnes comme ça, il y a plus rien qui te choque. Moi j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui gagnent 10 fois plus que moi en travaillant pas du tout. Et je suis pas choqué par le fait qu'il y a des gens qui travaillent comme des dingues et qui gagnent rien. C'est le marché, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et il faut comprendre ça, et ensuite il faut essayer de hacker le système. Après il faut pas laisser crever les gens de faim, attention. Mais voilà. Mais tu vois, il y a un juste milieu. Je veux dire, le communisme, on l'a testé, ça marche pas. Donc c'est bien que, tu vois, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça marche pas simplement. Tu vois, ça colle pas avec la nature humaine. Et je pense que si on aime l'être humain, faut accepter ce truc, quoi. C'est tout. Ouais. Quelle est la quantité de valeur que tu peux apporter? Mais il y a un bouquin là-dessus qui porte sur l'humain, c'est Sapiens, on a parlé et je l'ai lu aussi. J'ai pas encore lu Homo Deus. Mais moi je me pose souvent la question de vers quoi on va en fait. Tu as parlé du communisme. Je me demande vraiment vers quoi on va et je me demande quel modèle sera adopté, quoi. Je sais pas si tu te poses aussi ce genre de questions. Si, bien tout le temps, mais j'en sais rien. Je demande pas une réponse. Je demande pas une réponse. L'histoire est plein de surprises. Tu vois des trucs qui reviennent en force en ce moment. Tu pensais que c'était oublié, mais tu vois par exemple le droit à l'avortement. Tu vois, pour nous on se dit c'est bon, c'est acquis et tout. Et tu vois que dans plein de pays, il y a des foules qui se lèvent contre le droit à l'avortement. En fait, tu te dis je sais pas. En fait, l'histoire c'est un éternel recommencement. C'est plein de surprises. C'est très très difficile d'essayer de s'imaginer de quoi le futur sera fait.
c'est compliqué. Hein. Ouais, clairement. Mais c'est passionnant en même temps. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Faut le voir comme quelque chose d'intéressant à étudier. Ouais, clairement. Écoute, moi j'ai mes réponses aux questions que je voulais poser. Voilà, je posterai ça le plus vite possible, ce week-end sans doute. Je t'enverrai un message. Je t'enverrai ça un message. Tu me tiens au courant et puis je le partagerai peut-être, ça pourrait être cool. Ok, ça va, super, on fait comme ça. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas et continue, hein. C'est vraiment super ce que tu fais. Merci à toi, c'est top.